Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à cette dégustation de la Rombox du mois d'octobre 2022. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un que vous connaissez maintenant, si vous avez suivi la box du mois dernier, c'est Mario Navarro. Salut Mario, comment vas-tu? Salut Nico, ça va, très bien, très bien, très bien. Whisky là, il fait passer, c'est bon, mais il en reste encore beaucoup jusqu'à la fin de l'année. Là, oui, il y a quoi? Il y a l'Italie en ce moment, je crois, qui est... Alors, il y a eu l'Italie ce week-end, et puis ensuite, eh ben, on a Spa là, ce prochain week-end, et puis voilà, et ça continue, et jusqu'en décembre, on va avoir beaucoup d'activités. Ouais. Mais c'est bien. Bon, c'est top, c'est top. Alors aujourd'hui, on te reçoit. La dernière fois, on t'avait reçu pour un rhum de la gamme de Rhum Nation. Et Ouais, aujourd'hui, c'est pour le rhum Milonario. tout Euh, à fait. le Milonario, pardon, 10 Aniversario Reserva, avec mon superbe accent espagnol, Génial. qui est un rhum du Pérou, un Ouais. rhum de mélasse du Bah, Pérou. bah, si tu veux, j'introduis un peu l'histoire du rhum au Pérou. En fait, le rhum est arrivé très tôt au Pérou avec les Espagnols qui sont arrivés en 1530 à peu près. Et donc, ils ont commencé à planter la canne à sucre dès qu'ils sont arrivés, en fait. En 1534, il y avait déjà quatre entreprises sucrières coloniales D'accord. sur le Pérou. Ok. Et puis ensuite, eh ben, 10 ans après, ils ont commencé aussi à faire du rhum. Alors, le problème, c'est que nous, dans les anciennes colonies espagnoles, on n'appelait pas ça rhum, on appelait ça aguardiente. Ouais. C'est les Anglais qui ont mis, les Anglais ou les Hollandais qui ont mis le terme rhum dans l'histoire. Mais Ouais. bon, nous, les anciennes colonies espagnoles, on a commencé à produire du rhum très tôt, Mhm. justement en Amérique latine. Et puis voilà, bon, ben, il y a des pays qui sont ensuite devenus très importants, disons, plus importants que d'autres. Ouais. Mais le Pérou, ouais, le Pérou a à peu près 500 ans de tradition dans la production de rhum. Aujourd'hui, il reste quatre distilleries qui continuent à faire du rhum et l'une d'elles ben, elle se trouve à Chiclayo, qui est au nord-ouest du pays. En D'accord. fait, les distilleries se sont concentrées un peu sur la côte, bien sûr, pour que ce soit logistiquement plus facile, Ouais. plus viable. Donc, en fait, on a Trujillo, où il y a la distillerie la plus importante du Pérou, D'accord. qui produit un rhum qui s'appelle Cartavio. Et puis ensuite, on a trois autres distilleries. La deuxième, la plus importante, c'est justement celle qui est à Chiclayo et Ok. qui fait pour le marché domestique un rhum qui s'appelle Pomalca. Et surtout pour l'export. Et puis bon, c'est vrai qu'on va le trouver aussi au Pérou dans tout ce qui sont les hôtels un peu importants et dans les caves un peu importantes et dans les restaurants un peu importants. On va trouver Millonario qui est aussi produit par cette distillerie à Chiclayo. Et D'accord. donc, en 2004, euh, bah, Fabio Rossi, celui qui a justement créé Rhum Nation, l'autre fois on parlait de Rhum Nation, Ouais. c'est lui qui a créé donc Rhum Nation, a visité la distillerie du Pérou. Ok. Et là, bon, bah, il a décidé tout de suite d'acheter un rhum de 7 ans qu'il a ensuite envoyé en Italie, plus un an. Donc, il a créé le Peruano 8 de Rhum Nation, un Ouais. produit assez classique aujourd'hui. On connaît Et assez puis, bien. Ouais. voilà. Et en même temps, il a commencé à travailler avec l'équipe péruvienne pour faire en fait un produit un petit peu plus élaboré, un petit peu plus, disons, plus complexe. Ok. Et donc, ils ont créé en 2008 le Solera 15 de Millonario. Et D'accord. donc, en 2018, Ok. on a voulu fêter les 10 ans de cette aventure, de ce partnership entre Prolissa, la compagnie péruvienne, et Fabio. Ouais. Et on a créé donc un 10 anniversaire. Un 10 anniversaire qui, alors, je ne sais pas quelle version vont recevoir dans la box les collègues, mais je vais expliquer tout de suite. Ouais. En fait, la première version qu'on a sortie en 2018, elle était à 36 grammes de sucre par litre. D'accord. Donc, aujourd'hui, la nouvelle version, mais je ne sais pas si vous allez la Ah, recevoir.
Est-ce qu'il y a Bah, un il petit faut... changement de packaging qui pourrait... Alors, non, il n'y aura pas un changement de packaging, mais on peut le savoir avec le barcode qu'il y a derrière. Dans le D'accord, barcode qu'il y a derrière, il doit y avoir marqué 2022, en fait, lot 2022. Donc, d'accord, quand il y a marqué lot 2022, c'est la nouvelle recette que l'on a développée. S'il y a marqué 2021 ou 2019 ou quoi que ce soit avant en fait 2022, ok, eh ben c'est encore la vieille version. Donc je le d'accord, dis parce que elle change pas trop au goût, mais il y a quand même une petite différence dans le sens où on passe de 36 grammes de sucre par litre à 20 grammes de sucre par litre pour être dans les normes ouais, de l'Union européenne. d'accord, Et, et au lieu d'avoir un mélange de 6 ans et 10 ans, on a un mélange de 8 ans et 10 ans d'accord. dans la nouvelle recette. Ah, et donc la recette a changé. Ah, donc on veillera en effet à vérifier les lots et bien indiquer de quel lot il s'agit. C'est intéressant de faire la Ouais, distinction. Et puis même de ouais. déguster les deux côte à côte éventuellement pour voir un petit peu l'évolution. Ouais, Ça ben, peut être rigolo. moi, je les aime bien les deux, mais bon, j'avoue que comme j'ai un palais un petit peu plus sec, je préfère la nouvelle version. Ouais, Et en fait, en rajoutant du rhum un petit peu plus vieilli ouais, dans le mélange, et ben, on obtient en fait on a toujours cet effet très, 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 très rond qu'on a ok, dans les rhums de chez Millonnario. d'accord. Donc, c'est vrai que c'est un produit qui, personnellement, me plaît beaucoup. Donc, on va l'expliquer rapidement. C'est fait à base de mélasse. Ouais, Et dans ce cas, c'est une mélasse standard parce qu'en fait, sur le Solera 15, on est sur une mélasse à une seule extraction, donc une mélasse un peu plus riche d'accord, au niveau sucre, etc. d'accord, Et là, on est sur une mélasse standard, donc après 4 extractions de sucre, ok, on va avoir une fermentation assez courte de 36 heures. Et ok. puis ensuite, on va avoir une distillation dans une colonne Mhm. très ancienne, une colonne magnifique que moi j'aime beaucoup. J'ai vu très peu de colonnes qui soient rectangulaires en fait, ou carrées en Ok, fait, hein, ok. qui soient pas ovales. Ouais, Ovales, on ouais, dit. d'accord. Ça fait penser Donc ça, à la colonne d'Elmore au Guyana, par exemple. voilà, Ouais, voilà. Moi personnellement, j'en ai connu que deux. ouais, Donc celle de Guyana et celle du Pérou. ouais. Et c'est vrai que c'est quand même, bon, bah, c'est pas très important, mais ça fait quand même du plaisir de savoir C'est intéressant. Ouais, ouais. voilà, c'est intéressant. C'est un peu intéressant. C'est Et un donc fait intéressant. c'est une colonne unique. Alors, c'est une colonne unique. D'accord. Elle est arrivée depuis l'Écosse bah, il y a à peu près un peu moins de 100 ans. Ok, On va y être en 2025, on sera déjà à 100 ans. Elle a d'accord. été ramenée par le fils du propriétaire à l'époque, c'était pas une distillerie, c'était une entreprise sucrière. D'accord, ouais. Donc, il produisait du sucre et le propriétaire de la sucrière a envoyé son fils euh, en, en Écosse, pardon, à Londres, à étudier la chimie. Et donc, lui, quand il est revenu, il a dit, écoute, papa, on devrait commencer à distiller Ouais. et faire des alcools. Et donc, ils ont ramené une colonne très jolie en cuivre de l'Écosse, de Glasgow. Ok, Et, super. et on a continué à distiller depuis ce temps-là avec cette colonne. Alors, il y a eu un moment au Pérou, dans les années 70, où il y a eu un grand boom des rhums, mais Ouais. vraiment un boom assez important. Et donc, la distillerie avait à l'époque jusqu'à 3 colonnes de distillation. Ok, Donc, il y avait celle de Glasgow qui est plutôt petite, hein, elle doit avoir entre 12 et 13 mètres de hauteur. ok. Et puis ensuite, elle avait 2 autres colonnes qui étaient des colonnes beaucoup plus modernes, beaucoup plus industrielles, disons. D'accord. Euh, et donc là, aujourd'hui, ben, il reste plus que la colonne de cuivre de Glasgow. Les autres ont été démantelées. Et pourquoi? Parce qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, il y a eu un autre boom au Pérou, c'est le boom du Ah oui. pisco, du pisco premium. Ouais. Donc en fait, les Péruviens ont un peu switché Ouais. sur le pisco. Et bon, c'est vrai, bon, bah, c'est leur boisson nationale, disons, hein. Oui. Il y a le Pérou et le Chili qui produisent du pisco. Ouais. Et donc, c'est vrai que le rhum local a beaucoup descendu ses ventes.
D'accord. Mais bon, on a quand même réussi à maintenir en vie cette petite distillerie de Chiclayo, qui est une distillerie vraiment très, très, très artisanale. Et oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Du coup, ça reste quand même une production artisanale avec cette petite colonne. On peut presque comparer ça aux distilleries qu'on connaît aux Antilles, quoi. Enfin, je sais pas, Tout à fait, tout à fait. Ben, en termes de juste, volume de production, je sais pas exactement ce que ça donne, mais ben, juste pour te donner une idée, parce que les gens, bon, ben, c'est vrai que Millonnario est quand même présent dans pas mal de marchés, donc il y a une certaine présence hein, de la marque, même en France, chez les cavistes aiment beaucoup la marque, etc. Mais il faut savoir qu'on a un chai de 9000 9000 fûts, quoi. Donc ouais, ouais, d'accord. c'est tout petit, 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 petit. Ouais, Hein. ouais. Ah, tu vois, Donc, c'est vrai que j'avais une autre impression, je dois t'avouer que, surtout depuis le Millenario 15, la bouteille qu'on connaît bien avec la paille, la paille autour, je me ouais. disais que c'était quand même une assez grosse distillerie qui faisait beaucoup de volume. C'était pour ça aussi que je te posais la question de savoir si c'était une colonne unique ou un complexe un peu plus imposant. Mais en fait, Non, non, c'est c'est surprenant. tout, tout petit. C'est tout, tout petit. Et même, bon, bah, on a deux chais. Donc, il y a un chai de 4000 fûts qui se trouve là où il y a la colonne de distillation. Ok, Et il y en a un autre qui est un petit peu plus grand, qui se trouve un peu plus loin, de 5000 fûts. ok. Et bon, bah, c'est vrai que quand on compare à d'autres collègues de l'industrie du rhum, comme, allez, euh, j'ai travaillé avec Zacapa. Zacapa Ouais, avait 300 000 fûts ouais. dans le process de vieillissement. Donc, c'est vrai que C'est pas tout c'est à fait pareil. c'est vraiment tout petit. Ok, Mais bon, on est content du fait qu'on grandit tous les ans. On est aussi très attentif à mettre de plus en plus de rhum dans le process de vieillissement. Donc, on achète tous les ans on rajoute des fûts au chai. ouais, Et on essaye aussi de varier au niveau des chais. On a acheté il y a une quinzaine d'années, les Péruviens avaient acheté des fûts de Xérès. Quand ouais. Fabio est entré à travailler avec eux, la première chose qu'il a fait, c'est d'acheter 50 fûts de Xérès pour avoir une petite capacité un peu plus importante, surtout pour les débuts de Solera 15. Ouais, Donc d'accord. justement, c'est vrai que bon, bah, on pense un peu à l'avenir, mais on est encore très petit. On est encore très petit. Ok, Voilà. Alors, super. pour continuer, donc le Millonario 10 anniversario, 10 anniversaire, c'est la mélasse standard, fermentation courte, Ouais. distillation dans cette colonne d'Écosse. Mhm. Et ensuite, on a un vieillissement qui va se faire dans deux types de fûts. C'est Ok, pas un Solera, c'est un statique. Donc, ok, on va mettre à peu près deux tiers du rhum dans des fûts de Xérès, pardon, d'accord. dans des fûts de Bourbon, Ok, deux tiers dans des fûts de Bourbon ok, et un tiers dans des fûts de Xérès. Hein. ok. Dans les fûts de Bourbon, l'âge du rhum, quand on va l'utiliser, ben, avant c'était 6 ans, maintenant c'est 8 ans. Mhm. Et dans le fût de Xérès, il va rester 10 ans. Hein. Donc, D'accord. au bout de 8 et 10 ans aujourd'hui, eh ben, on fait un mélange Ok, de tiers un tiers et euh, on va mettre un peu de sucre dans le mélange final ok, pour arriver à 20 grammes. Quand il sort, il est à peu près à 7-8 grammes. Donc, on va l'augmenter à 20 grammes et d'accord, on a le 10 anniversaire. Voilà. d'accord. Et Ok. donc, c'est assez simple à expliquer comparé au Solera 15 ou EXO qui est une prolongation du Solera 15. Change. Voilà. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est un Solera et bon, c'est vrai que même quand je le fais, quand j'explique en vif, en fait, le système Solera de chez Mionario, c'est compliqué. Ouais. Donc, online, ça va être presque, je dis pas impossible, mais bon, c'est encore plus compliqué. Il faudrait que tu sortes le tableau noir et puis que tu nous fasses un Voilà, nouveau des schéma. petits dessins pour expliquer. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc là, oui, on est sur. Je vais remontrer la bouteille dont on est en train de parler. Donc là, la version Reserva. Donc Ouais, on pourrait dire que c'est le 40. Parce, voilà. parce En qu'ensuite, fait, il y a une autre version.
qui lui est le Cinquenta. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre les deux versions? Oui, tout à fait. En fait, c'est la même recette. Donc, c'est 2 tiers de rhum issu de 8 ans aujourd'hui dans des fûts de Bourbon et 1 tiers de rhum de 10 ans issu de fûts de Xérès. Mais la différence, c'est que le Reserva, l'étiquette noire, on va le réduire en fait à 40 d'alcool. Ok, Et dans le cas du 50, qui n'a pas 50 ans, mais qui en fait est un produit de 50 degrés. d'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de sortir le 50? Parce que on voit bien qu'il y a quand même un engouement vers des rhums un petit peu plus puissants aujourd'hui, un petit peu plus bruts de fût, Ouais, des rhums un petit peu plus pointus, disons. Hein. C'est pas un rhum facile parce ouais, que c'est vrai que ça reste quand même un blend un assemblage assez jeune, hein, c'est 8 et 10 ans, donc c'est assez jeune. ouais, Donc c'est vrai qu'à 50 degrés, on va sentir la note alcoolique au nez et en bouche. ouais, Mais, mais on sait il y a quand même un client qui aime bien ouais, ouais, ce type de rhum qui ont un peu plus de puissance et un peu plus de caractère. ouais, Moi, personnellement, j'aime beaucoup le 50. Entre les deux, je préfère le 50. Mais ouais. bon, ça fait maintenant 20 ans que je suis dans le monde du rhum. C'est vrai que je cherche des choses qui vont un petit peu Te me, surprendre un petit peu, ouais, c'est voilà, ça. voilà. Euh, Me réveiller un peu, quoi. ouais, c'est ça. Le 40 degrés que vous allez avoir dans la box, Mhm. c'est un rhum très rond, c'est un rhum très élégant, c'est un rhum qui passe très bien. Ouais, Les gens qui aiment des rhums de type Zacapa 23 ou mhm. Diplomatico Reserva Esclusiva ou certains Don Papa vont apprécier aussi ce rhum-là. Ouais, C'est un rhum qui est intéressant parce il a beaucoup de complexité. Le côté justement sucrosité n'enlève pas à sa complexité. mhm. Et c'est un rhum qui se boit vraiment très très bien. Ouais. Voilà. Ouais, c'est une Donc question quelqu'un qui est de conditions aussi, de dégustation, des fois, de moments, quoi, entre le 40 et le 50, selon ce que tout tu à fait. fais à ce moment-là, selon ton envie. Voilà. Moi, ce que je dis souvent, c'est que vraiment chaque rhum a son moment. Mhm. Et le 40, c'est plutôt pour une réunion entre amis où on va être là comment dire, à partager un bon moment. Et puis, on veut un rhum qui soit pas trop compliqué à boire, qui soit agréable et qui nous permette de créer ce partage, quoi. Ouais. C'est vrai que avec le 50, je suis sûr que dans un groupe de 6 8 personnes, il y en a peut-être 3 qui diront: oh là là, mais c'est quoi ça? C'est fort ton truc. Il y en a qui vont dire Voilà. que ça accroche un Ouais. petit peu. Que ça accroche un petit peu, ouais. Ouais. Donc, le Reserva, le 10 anniversaire à 40 degrés, il est beaucoup plus convivial, il est beaucoup plus flatteur. Et c'est vrai que c'est un rhum qui va sûrement plaire à beaucoup de gens Bon, bah, super. qui recevront Super, la bah, box. parfait. Bah, et on va du coup souhaiter santé à tous les gens qui nous regardent. Et, Salut, santé. merci beaucoup, Mario, pour cette présentation très, très intéressante. Et puis, bah, j'espère, et puis je pense qu'on se reverra bientôt sur une autre box, si tu le veux bien. Alors, Nico, si tu veux, en dernière chose, comment dire, un petit accord intéressant à faire avec le Reserva. Ah ouais, intéressant. Ouais, et intéressant et surprenant, surtout en France. Moi, je l'ai fait. Je suis en train de rigoler parce que franchement, ça a été un peu un challenge. J'ai fait cet accord, j'ai présenté cet accord une fois à Toulouse Ouais. chez un caviste, chez Frédéric, un caviste très important sur Toulouse. En fait, c'est Reserva avec du foie gras. Ah ouais. Voilà. Hmm. Et c'est très intéressant. Donc, on prend le foie gras avec fleur de sel et puis, bon, bah, si on veut un petit peu de figues, de figues fraîches. Et puis ensuite, eh ben, le Reserva le 10 anniversaire de Millonario, ça marche très, très bien. Voilà. Super. Ça remplace le bon vieux sauterne, et puis c'est un peu original. Voilà. Voilà. Euh, C'est vrai que c'est quelque chose d'original. Et puis, je sais que les gens
vont être surpris et je suis sûr qu'après, ben, ils auront envie d'inviter leurs copains et leur dire, écoute, viens, je vais te faire goûter un rhum et quand ils feront l'accord avec le foie gras, je suis sûr qu'il y aura des bonnes réactions. Voilà. Excellent. Bah, à tester, à tester. On garde ça dans un coin de la tête, on note. Très bien, très Merci bien. beaucoup, Mario. Non, à toi pour ton travail. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao, Ciao. ciao. Ciao, ciao.